Bienvenue à ce troisième rendez-vous de 13h de la semaine. Je vous retrouve avec le même plaisir pour une trentaine de minutes d'information. À la une, rentrée des classes 15 septembre dans la région du plateau central. Élèves et enseignants étaient mobilisés ce matin à l'école B de Ziaré. Une rentrée par anticipation en raison des festivités du 11 décembre. Image en début de journal. Autonomisation des femmes, le Fonds de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé offre des chèques à 42 promotrices des régions du Burkina Faso. Les bénéficiaires ont proposé des projets ayant un intérêt pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après le gouvernement, c'est au tour de l'opposition politique d'effectuer sa rentrée politique. Une rentrée marquée hier par un face-à-face avec les hommes de médias. Edi Kombouego et les siens ont fustigé le gouvernement et ont dénoncé une gestion chaotique du gouvernement d'Abiré II. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Ce 15 septembre, les élèves de la région du Plateau central, la région qui accueille cette année les festivités du 11 décembre, ont repris le chemin des classes. Dans les écoles sur place, élèves et enseignants sont mobilisés pour le début effectif des cours. Le maire de Ziaré a constaté le démarrage des activités pédagogiques dans sa commune et s'est rassuré que tout est enfin mis en œuvre pour la réussite de cette année scolaire 2021-2022. Abdourahim Niania. C'est la rentrée des classes ici à l'école B de Zignaré. Dans cette classe de CP2, environ 90 élèves sont déjà installés pour le début des cours. Dans toutes les salles de classe de cette école, élèves et personnel enseignants n'ont pas manqué le rendez-vous de ce 15 septembre. Pour ce premier jour, cette école située au centre de la ville a reçu la visite du premier responsable de la commune qui s'est rassuré des bonnes conditions de reprise après 3 mois de vacances. Donc le premier constat est qu'il y a l'effectivité de la rentrée dans la commune de Ziaré. Le deuxième, c'est que toutes les dispositions ont été prises pour que cette rentrée soit une réussite. C'est toute la région du plateau central qui effectue la rentrée par anticipation en raison des festivités du 11 décembre. Les responsables éducatifs ont rassuré que tout est mis en place pour la réussite de cette année scolaire. Nous avons parcouru plus de la moitié de notre circonscription. Nous avons visité presque toutes les classes. Nous avons vu que le personnel enseignant était là. Les fournitures sont également arrivées. Et les CM2 ont commencé depuis le 1er septembre. Et c'est les autres qui commencent aujourd'hui. Si bien que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la rentrée pédagogique ce jour. La visite du maire a servi d'occasion pour la première responsable de l'établissement de relever les problèmes auxquels l'école est confrontée. Il s'agit des effectifs pléthoriques dus au manque de salles de classe. Nous avons de vieux tables-bancs qu'on pouvait réfectionner et puis disposer. Mais il y a un problème de place. Et les salles de classe sont un peu exiguës, ce qui pose ce problème. Mais la demande est forte. Presque toutes les classes, hormis le CM2, où nous enregistrons actuellement 72, dans presque toutes les classes, c'est 90 en montant. Pascal Compaoré dit avoir pris bonne note des problèmes posés et promet aviser le conseil municipal afin de trouver des solutions. Ce premier jour de rentrée est consacré à la distribution des fournitures scolaires mises à la disposition des élèves par la mairie de Zignaré. Autonomisation de la femme. Les bénéficiaires du Fonds de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme à FACIBF sont entrées en possession de leur chèque hier. Elles sont au total 42 femmes issues des 13 régions du Burkina et se sont vues partager la somme de 250 millions de francs CFA par le ministère en charge de la femme et de la solidarité nationale. Ces chèques ainsi reçus devront permettre à ces femmes de procéder à la mise en œuvre de leurs activités économiques. On fait le point dans ce reportage signé Sanata Siré. Sur 829 demandes avec un besoin de financement d'environ 6 milliards de francs CFA, ce sont finalement 42 promotrices qui ont bénéficié de cet accord de financement d'une valeur totale de 250 millions de francs CFA. Selon la directrice générale du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, ces bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base d'un certain nombre de critères bien définis. Il s'agit notamment de la rentabilité de leur projet et sa pertinence pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Marie-Laurence Ilboudo a, au cours de cette cérémonie de remise des chèques, invité ses bénéficiaires à respecter leur engagement. Leur engagement, c'est les projets qu'elles ont soumis et ces projets ont été sélectionnés
à partir de certains critères. Les critères, c'est des projets intégrateurs qui bénéficient pour les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qu'elles travaillent dans ce sens et qu'elles puissent rembourser pour renforcer ce fonds et permettre encore à ces deux chefs d'État de renforcer la capacité d'octroi de financement à ces femmes des deux pays. La demande était de 6 milliards, plus de 6 milliards. Nous avons pu offrir que 250 millions. Aujourd'hui, c'est montrer comment il y a un besoin et ça interpelle les deux chefs d'État à revoir comment nous pouvons mieux accompagner ces femmes-là dans l'accès au financement des deux pays. Ces financements ont été possibles grâce au Fonds de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme, FACI-BFA. Un fonds commun qui vise à donner une autonomie accrue aux femmes des deux pays à travers un meilleur financement. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire résidant à Ouagadougou, ces financements marquent la concrétisation des actions entrant dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je crois qu'aujourd'hui est une preuve concrète que le TAC porte du fruit et que nous sommes en train de passer du TAC des chefs d'État ou des gouvernements au TAC des populations, au TAC des peuples de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Aujourd'hui, les dames qui ont reçu les chèques et les coopératives ou les associations qui ont reçu ces fonds doivent faire en sorte que le projet vive. Parce que ce n'est pas de l'argent donné gratuitement, c'est de l'argent prêté qui doit être remboursé pour que d'autres puissent en bénéficier. Les projets retenus sont du domaine de la production, la transformation et la commercialisation des produits provenant notamment de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Les femmes bénéficiaires de ces financements se disent conscientes des défis à relever et s'engagent à utiliser cet argent à bon escient. Nous, bénéficiaires du fonds FACI-BF, sommes contentes des nombreux défis à relever à travers la mise en œuvre des projets intégrateurs pour lesquels nous avons été retenus. Aussi, les fonds qui seront mis à notre disposition seront gérés avec efficacité et efficace. Parmi les 42 promotrices bénéficiaires de ce FACI-BF, il y a 15 coopératives et associations et 27 individuels provenant de 19 provinces et des 13 régions du Burkina Faso. Les chèques reçus ce mardi vont de 4 millions à 56 500 000 francs CFA par région. Santé, le Burkina Faso tend vers une transformation des CSPS des communes en centres médicaux. Dans cet élan, le ministère a rencontré les autorités locales en vue de recueillir leur adhésion et leur accompagnement dans l'amélioration des soins de santé au Burkina. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a eu lieu hier mardi 14 septembre à Ouagadougou. À noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du Plan national de développement sanitaire 2021-2030. Bientôt, les centres de santé et de promotion sociale CSPS seront transformés en centre médical CM au Burkina. Pour y arriver, le ministre de la Santé veut l'accompagnement des 13 présidents des conseils régionaux. D'où cet échange en vue de s'accorder sur un certain nombre de projets de développement sanitaire dans les régions. Les collectivités territoriales ont une responsabilité importante qui est transversale et multisectorielle. Et nous avons voulu aborder le secteur santé ce matin avec eux et insister sur un certain nombre de points, notamment la transformation des CSPS des communes en centre médical sur l'ensemble du territoire. Nous voulons voir comment est-ce que les PCR peuvent s'impliquer pour que nous puissions réaliser ce qui est inscrit dans le PNDS. Aussi, nous voulons voir comment est-ce que les PCR peuvent nous aider dans la mobilisation des ressources financières en vue de financer le secteur santé dans leur territoire. Et enfin, échanger sur un certain nombre de préoccupations qui leur tiennent à cœur dans le domaine sanitaire, afin qu'ensemble, nous puissions mettre dans la main, collaborer pour que nous puissions répondre aux besoins des populations en ce qui concerne le secteur santé. Une initiative bien accueillie par les présidents des conseils régionaux du Burkina qui ont d'ailleurs répondu présents à cette sollicitation du ministre de la Santé. Je voudrais déjà lui rassurer que nous sommes très contents parce que de mémoire des PCA de notre mandat, nous pensons que c'est la première fois que le ministre de la Santé nous reçoive et c'est ce que nous demandons, que les sectoriels viennent échanger avec nous parce que vous constaterez qu'au niveau des collectivités, alors on peut dire que les régions, les présidents des conseils régionaux sont beaucoup plus à l'aise pour entreprendre
des projets d'envergure, déjà au regard de leur budget et surtout depuis un certain moment, l'accompagnement du Fonds minier pour le développement local qui, je dis bien malheureusement, des orientations fortes et claires ne nous sont pas indiquées à tel point que c'est des interventions de façon disparate. Et nous pensons que si les ministères sectoriels nous approchent, on pourra mieux orienter les interventions liées au Fonds minier pour le développement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du Plan national de développement sanitaire 2021-2030, selon le concept un plan, un budget, un rapport. Tout cela entre en droite ligne avec le nouveau Plan national de développement économique et social, PNDS. Santé toujours, on parle cette fois-ci de la prise en charge des insuffisants rénaux dans la ville de Waiguya, dans la région du Nord. Depuis samedi dernier, les malades du rein à Waiguya réalisent leur dialyse sur place. Le centre hospitalier universitaire régional dispose désormais d'un centre de néphrologie et d'hémodialyse. Équipé de 14 générateurs, il reçoit par semaine environ 50 patients. Le centre de néphrologie et d'hémodialyse de la cité de Nabakango a été réalisé grâce à un financement de la Fondation Orange Burkina à hauteur de 800 millions. Reportage. C'est un soulagement pour les malades du rein de la ville de Waiguya dans le nord du Burkina Faso. Le centre hospitalier universitaire régional dispose désormais d'un centre de néphrologie et d'hémodialyse pour leur prise en charge. Le centre en question a été inauguré le samedi par les ministres en charge de la santé et de l'agriculture. À leur côté, les partenaires engagés pour la prise en charge des insuffisants rénaux, dont Sibiri Biomedical Service et la Fondation Orange. Ce centre dispose de générateurs de dernière génération, de lits d'hospitalisation et d'une salle de traitement d'eau. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, nous avons environ 100 générateurs qui permettent d'offrir des services. Au niveau du CHR universitaire de Waiguya, nous avons 14 générateurs avec 12 fonctionnels et 2 en réserve, avec une salle de traitement d'eau très moderne qui permet d'éliminer toutes les impuretés de l'eau avant que ça ne parvienne au niveau des appareils de dialyse. Le centre de néphrologie et d'hémodialyse de Waiguya est l'un des plus équipés au Burkina Faso. Pour ce qui est de l'entretien des appareils, le ministre a rassuré que le partenariat public-privé qui lie le ministère de la Santé à Sibiri Biomedical Service, entreprise fournisseur du matériel d'hémodialyse, prend en compte la maintenance préventive et curative. L'entreprise, elle, s'est dite disposée à intervenir en cas de besoin. Il y aura un service continu parce qu'on n'installe pas des générateurs pour qu'ils tombent à l'arrêt. Donc on va tout faire pour que ces générateurs continuent à fonctionner en insistant surtout sur la maintenance des équipements de dialyse, en insistant également sur la formation continue des praticiens, en les envoyant continuellement en formation en Europe et en Afrique, de sorte qu'il y a un accroissement de connaissances pour une meilleure gestion de la pathologie des patients. Et également, nous allons tout faire pour vraiment encadrer cela à travers la donation que nous faisons à l'Abudir, en les soutenant pour leurs différentes activités, leurs soins complémentaires. L'Abudir, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux, à cette cérémonie de lancement des activités du centre de néphrologie et d'hémodialyse de Waiguya, n'a pas caché sa joie. Cette unité vient mettre fin au déplacement sur Ouagadougou pour les séances de dialyse. Tout compte fait, il y a encore plein d'efforts à faire pour améliorer davantage la prise en charge des dialysés. Malgré les efforts qui sont faits, il reste encore à faire, à savoir qu'il faut augmenter la subvention parce que la prise en charge forfaitaire de quelqu'un qui est admis à la dialyse, c'est 500 000. Avouez que 500 000 n'est pas à la portée du Burkinabé moyen. Donc ça, c'est déjà une barrière. Sans oublier même que la liste d'attente est longue. On ne peut pas prendre tous les malades, malheureusement. Et ceux qu'on n'a pas pris, quel est leur sort? C'est fatalement la mort. Donc c'est dur de penser qu'on a des moyens de soigner, mais on ne dispose pas encore de toutes les infrastructures pour sauver des vies qui vont partir comme ça. Ça fait mal au cœur. Nous avons également plaidé pour qu'il y ait un centre de dialyse dans toutes les 13 régions du Burkina. Pour l'Abudir, il faut envisager la transplantation rénale au Burkina Faso pour permettre aux insuffisants rénaux d'être autonomes. La dialyse nécessite une fréquentation permanente des centres de santé, ce qui abat moralement les dialysés, a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de la transplantation rénale, le ministre a déclaré qu'une équipe se rendra en Égypte en novembre prochain pour un renforcement de capacité en vue de passer à cette phase du traitement de l'insuffisance rénale. Le chef de file de l'opposition politique a effectué sa rentrée ce mardi 14 septembre à son siège à Ouagadougou. Une rentrée politique marquée par une rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés par Edi Komboyego et les siens. Sécurité, éducation, question des libertés, de la vie chère et la gestion foncière. Bref, de tous ces sujets, le chef de file de l'opposition dénonce une gestion chaotique du gouvernement d'Abiré II. Yassine Saouatko. Au cours de sa rentrée politique, ce 14 septembre, l'opposition politique burkinabé dénote un chiffre alarmant de victimes de la situation sécuritaire de juillet à septembre 2021. Et cela, malgré le remaniement ministériel dont le chef de l'État lui-même a pris les commandes du ministère de la Défense. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé demande la mise en place rapide de la stratégie de lutte contre le terrorisme annoncée par le gouvernement pour venir à bout de ces phénomènes. Encore tant de morts après le dernier remaniement et nous sommes impatients de voir les résultats de la stratégie annoncée par le gouvernement pour mettre fin à cette tragédie. Car en plus des cadavres qui continuent de s'empiler, une autre catastrophe semble se dessiner à l'horizon, le spectre de la famine. En effet, en raison du nombre de plus en plus élevé de déplacés internes, des interdictions imposées par les terroristes et le gouvernement lui-même, l'absence d'intrants agricoles, notamment de semences et d'engrais, beaucoup de champs n'ont pas été exploités cette année. La préoccupation liée à la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré était aussi à l'ordre du jour. Sur la question, l'opposition politique dit ne pas être du même goût que le gouvernement. Elle demande sa réouverture pour la rentrée scolaire 2021-2022. Cette fermeture aura des conséquences désastreuses, aussi bien pour les élèves au nombre de près de 4000 que pour les parents d'élèves et le personnel. La position du ministère de l'Enseignement est d'autant plus incompréhensible que plus de 2500 écoles sont déjà fermées du fait de l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité dans notre pays. Par conséquent, le CEFOP, tout en condamnant les actes d'incivisme des élèves, invite le gouvernement à revoir sa copie en créant les conditions pour la réouverture immédiate du noble Zenda pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Edi Komboyego et ses camarades se sont également prononcés sur les propos tenus par le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, Simon Compaoré, relayé par le journal Le Pays dans sa parution du 16 juillet 2021. Ils disent mettre en garde la majorité contre toute tentative qui mettrait à mal le vivre ensemble. Comment peut-on comprendre qu'une opposition consciente et consciencieuse manifeste sa solidarité, son soutien au FDS et au VDP pour le sacrifice suprême qu'ils consentent pour la nation, et un président d'un parti de la majorité estime que c'est de la nuisance? Qu'a-t-il contre les VDP et les forces de défense et de sécurité? Pour ce qui nous concerne, nous prenons acte de ces menaces et nous mettons en garde la majorité et ses dirigeants contre toute initiative qui pourrait mettre à mal les fondements de notre vivre ensemble. Sur le plan de la vie chère et la gouvernance, l'opposition politique réclame des mesures fortes pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Quant à la gestion du foncier, le CEFOP dit suivre avec attention les propositions d'appurement du passif immobilier sur le territoire national. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, les 10, 11 et 12 septembre dernier, l'Union pour le progrès et le changement UPC tenait ses journées parlementaires. Ces 3 jours ont connu la présence des présidents et représentants de plusieurs groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Il s'est agi lors de ces journées de réfléchir sur 2 thématiques, à savoir le problème de la cohésion sociale et les attaques terroristes. On retrouve sur place à Bobo-Dioulasso notre reporter Joseph Koudgou pour le point de cette activité. On prit part à ces premières journées parlementaires du Parti du Lion, les présidents et représentants de plusieurs groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Ils ont chacun pris la parole pour saluer la tenue de ces journées et le climat de paix sociale et de cohésion nationale mis en perspective par les autorités nationales à travers le ministère que dirige Zéphirin Diabré. Et nous avons choisi de réfléchir sur 2 thèmes. Et le premier thème consiste donc sur la cohésion sociale. Vous savez bien ce qui est arrivé au Burkina Faso aujourd'hui. Nous avons des conflits intercommunautaires, nous avons des conflits entre partis politiques. Au niveau des élections, il y a eu des choses peut-être qui se sont passées, on ne s'entend pas depuis des années. Et donc, il faut absolument y réfléchir et chercher donc des solutions. Comme par exemple ce qui s'est passé à Yurbu et à Arbinda, où des populations entre elles se sont entretuées, et le tissu social est déchiré, donc il faut absolument trouver un remède. Ensuite, il y a également les attaques. Nous avons des frères, des fils qui ont pris des armes contre nous. De mon point de vue, il faut les rechercher pour les ramener au bercail. Le second thème, c'est la question de la cohabitation. C'est vrai, on n'en parle pas tellement, mais ça peut nous arriver. C'est arrivé au Niger, c'est arrivé en France également. Mais on a vu les régimes, comment ils ont été chancelants. Raison pour laquelle il faut commencer déjà à réfléchir, parce que ça fait partie des questions politiques qu'on peut avoir un jour à résoudre. Si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'il y a forcément la cohabitation. On y peut. Ça peut nous arriver. Et pour que ça ne nous arrive pas, justement, c'est la raison pour laquelle il y a trop de jeux d'alliance. Parce qu'il suffit simplement que nous causions des dégâts, ainsi de suite, pour qu'en fait également l'appareil s'ébranle. Pendant ces journées parlementaires, les participants ont eu des échanges francs et fructueux. Au thème des travaux, 3 recommandations ont été formulées par les députés. Bien, nos recommandations vis-à-vis des participants, c'est que l'on commence d'abord par soi-même, la consommation, si vous voulez, de ces concepts. On parle de vivre ensemble. Il faut que chacun d'entre nous apprenne à vivre avec son voisin, c'est la chose la plus simple. Apprenne aussi à vivre aussi avec sa propre femme. Donc en cultivant aussi le pardon et autres. Donc on pense que seulement que c'est en politique. Avant d'arriver en politique, il faut faire d'abord la politique en famille, la politique avec les voisins, la politique dans le quartier où nous sommes, et ainsi de suite, avant de monter plus haut. Pour nous, c'est au sortir de ces journées, nous devons déjà également mettre en pratique cette cohésion sociale. Nous devons l'apprendre à nos enfants, l'apprendre à nos voisins, mais aussi être des praticiens, comment le pratiquer. Ces 48 heures des journées parlementaires du groupe UPC ont été une occasion donnée aux députés de toucher du doigt les difficultés rencontrées par certaines unités industrielles. Ce sont notamment les usines de production de la SAP Olympique et la SNCTEC. De Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur Kupela dans la province de Kouritenga où s'est tenue la 6e édition des journées de solidarité et de développement de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. En plus des activités sportives et les séances de renforcement de capacité, les initiateurs ont témoigné leur solidarité aux personnes nécessiteuses avec des dons de diverses natures. L'excellence scolaire a été célébrée et une dizaine de personnes, élèves et enseignants, ont été récompensés à l'occasion. Maxime Jean-Bambara. Pour la 6e fois consécutive, l'association pour le Kouritenga Je m'engage a tenu le pari de l'organisation de ces journées de solidarité et de développement. Pour cette édition 2021, l'association a une fois de plus fait montre de sa générosité à travers des dons de diverses natures, notamment des tricycles aux personnes vivant avec un handicap, des vivres aux détenus et aux personnes vulnérables, du matériel biomédical aux formations sanitaires de Kupela et de Tignordin. Tous ces gestes-là, c'est pour montrer notre engagement, être aux côtés de nos parents, qui sont en détresse, j'allais dire, et qui ont besoin d'un autre regard, le regard de la solidarité. Voilà, donc c'était une matinée réussie, une matinée de grande mobilisation et que nous saluons et nous espérons que les prochaines fois nous allons encore pouvoir faire davantage et nous profitons de vos micros pour remercier les généreux donateurs. Parce que toutes ces actions ne peuvent être menées que parce qu'il y a des gens qui croient en nous. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Lassane Kaboré, président de cette cérémonie, a traduit ses encouragements à l'association et appelé les filles et fils de la province à plus d'engagement et de solidarité. Au-delà des festivités, ce qui est important, c'est le geste de solidarité. Vous savez que notre pays fait face à des difficultés aujourd'hui. Et si chacun de nous, chaque fille et chaque fils cultivait l'amour du prochain,
cultiver la solidarité et l'union sacrée, nous sommes sûrs que l'entente et la cordialité vont revenir dans ce pays. Et c'est pourquoi je suis venu pour les soutenir et véritablement leur dire que ce qu'ils font à l'échelon, comme nous disons micro, est véritablement apprécié au niveau de l'entièreté de notre pays et que nous soutiendrons donc tout ce qu'ils feront. La 6e édition des Journées de solidarité et de développement de l'Association pour le Kouritenga, Je m'engage, c'est aussi la nuit du mérite. C'est du reste l'apothéose des 72 heures de l'association, nuit au cours de laquelle l'excellence scolaire a été célébrée dans une ambiance festive. Une dizaine de personnes, élèves et enseignants, ont vu leurs efforts récompensés. Une initiative saluée par le ministre en charge de l'énergie présent à cette cérémonie. Ce soir encore, ils sont là pour accompagner les petits frères, pour accompagner les enseignants, les encourager et leur dire qu'ils sont à leur disposition, qu'ils sont fiers donc du travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. En tant qu'amis, on ne peut qu'être à leur côté pour dire vraiment que nous sommes avec eux et que nous les accompagnons dans cette noble tâche. J'espère donc que leur initiative va faire tâche d'huile et que d'autres personnes, d'autres régions vont aussi emboîter le pas parce que c'est seulement dans la solidarité que nous allons aller de l'avant. Les perspectives, vous savez que nous allons revoir un peu le format pour être beaucoup dans des projets structurants. Et donc cela va nécessiter que nous puissions revoir le mode de fonctionnement de notre association, la gouvernance, pour beaucoup se projeter vers une association comme une banque de données de projets aussi, et une association qui va constituer comme interface auprès des poules de financement. Plus de 100 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'organisation de cette 6e édition des Journées de solidarité et de développement de l'Association pour le Kouritenga, Je m'engage. Une édition placée sous le thème cohésion sociale, engagement des filles et fils pour un développement durable de la province. Rendez-vous est pris en 2022 pour la 7e édition. La Loterie nationale burkinabé a procédé à la remise d'un super gros lot à l'un de ses parieurs. C'était le 12 septembre dernier à Bobo-Dioulasso. Le regagnant est Sitlé Edouard Ouattara. Il remporte plus de 144 millions de francs CFA en misant seulement 600 francs CFA au 4+1 du mardi 31 août. Retour sur cette cérémonie de remise de chèques avec Joseph Koudrou, notre correspondant à Bobo-Dioulasso. Avec une mise de 600 francs CFA au 4+1 du mardi 31 août dernier, Ouattara Sitlé Edouard est l'heureux gagnant de la somme de plus de 144 millions de francs CFA. Il est entré en possession de son gros lot lors de cette cérémonie à la direction de la Lonabé Ouest. Nous avons l'occasion pour la seconde fois de remettre un gros lot à la ville de Bobo-Dioulasso. Et aujourd'hui, avec 144 millions, plus de 144 millions, nous pensons que M. Ouattara a là une belle opportunité pour contribuer autant que faire se peut à son propre développement, au développement de la famille. Le conseil également que nous pouvons lui dire, c'est vraiment de ne pas se précipiter. Quand vous gagnez une telle somme, il vous faut mûrir vos projets et en tout cas avant de vous engager. Cette cérémonie de remise de lot fait suite à la remise d'un chèque de 175 millions de francs CFA à un gagnant de la ville de Ouagadougou. Ça a été une grande surprise parce que quand on a démarré l'année, nous avons l'année passée eu un lot de 134 millions, 48 000. Et cette année, en janvier, Ouaga a frappé fort avec un lot de 175 millions. Donc on se demandait, est-ce que la chance va nous sourire pour qu'on puisse, même si on n'arrivait pas à battre Ouagadougou, qu'on puisse s'approcher de Ouagadougou. Alors ce n'est que vraiment avec joie que je peux vous dire que je n'ai pas de mots. Employé de commerce, ce gagnant de Bobo-Dioulasso occupe désormais la deuxième marche du palmarès des gros lots de la Lonabé. Comme tout le monde donne garde, c'est que vous faites à la tigana. Ça n'a qu'à aéroport, gagné. Lorsque tu es prédestiné à avoir quelque chose, tu ne peux que l'obtenir. Avant de remporter ce gain, j'ai échoué parce que j'ai eu à changer de chiffre. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu,
J'ai remporté le gros lot. Je remercie la Lunabe et j'invite les autres à tenter leur chance. Lorsqu'on remporte une grosse somme, il faut bien analyser avant d'investir. Comme lui, 6 autres parieurs sont entrés en possession de l'heure lors de la présente cérémonie. La direction générale de la Lunabe n'a pas manqué de réitérer son appel à la clientèle de toujours faire confiance à la nationale des jeux du hasard au Burkina Faso. Sport pour refermer ce journal, la finale du tournoi Maracana de vacances foot Passion Minima. Elle s'est jouée le samedi 11 septembre dernier sur le terrain de la trame d'accueil de Ouagadougou. Premier du genre, cette finale a mis aux prises l'équipe Paris Saint-Germain et Manchester United Junior. Et c'est l'équipe Manchester United Junior qui sort vainqueur de cette première édition. Yassine Sawatrou. C'est une affiche très alléchante de la finale de vacances foot Passion qui a drainé du monde. Quelques minutes ont suffi aux joueurs de Paris Saint-Germain en jaune et noir d'afficher leurs ambitions en ouvrant le score. Mais c'est sans compter avec la combativité des rouges et verts de Manchester United Junior qui ne tardent pas à revenir au score. C'est avec ce score de parité que les deux équipes rejoignent les vestiaires pour la pause. En deuxième mi-temps, Manchester United Junior va mettre la pression à son adversaire du jour. Une pression qui finit par payer puisqu'elle va aggraver le score à 2 reprises. Score final, 3-1 pour Manchester United Junior, champion de la première édition des vacances foot Passion. On a bien joué, je suis très content, on a remporté la finale. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait là pour rien. Merci d'avoir organisé cette finale. Ça a renforcé mon foot. Paris gagne donc pour le promoteur de cette compétition. Au regard de l'engouement suscité, il compte dans les éditions à venir revoir à la hausse les primes des équipes finalistes. Satisfait, je dirais oui. Je dirais oui, puisque comme j'ai eu beaucoup d'aides, le nombre de cahiers que j'ai eu, tous les enfants ont eu au minimum 10 cahiers, bic et crayons. Voilà, donc je me dis que ça, je suis satisfait. Voilà. Maintenant, côté sac et autres, eux tous ils n'ont pas eu. Mais je me dis que prochainement, la prochaine édition, l'année prochaine, on va primer tous les élèves, tous les participants, quel qu'en soit le nombre. Voilà. Même satisfaction pour les partenaires de l'événement qui entendent inscrire leur collaboration dans la durée. Quand je suis venu, j'ai vu, c'est vraiment la jeunesse, c'est nos enfants, c'est pas nos petits frères. Très satisfaits et puis c'est les scolaires. Et nous-mêmes très gênés, donc on promet l'année prochaine, on va faire encore beaucoup mieux, plus satisfaire parce qu'on a touché les personnes cibles. Moi je parle beaucoup à des tournois, mais des jeunes comme ça, c'est des enfants, c'est très bien. Il faut les soutenir, c'est très encourageant. C'est une activité de vacances utile. Vous voyez, c'est une activité de solidarité, c'est une activité de brassage entre les enfants du quartier. Et vraiment, je profite du micro pour demander à tous ceux qui suivront cet élément de soutenir cette initiative qui est à sa première édition. À noter que 10 équipes dont l'âge des joueurs était compris entre 13 et 14 ans ont pris part à ce tournoi Vacances Foot Passion. La plupart des joueurs ont reçu en guise de reconnaissance des fournitures scolaires. L'équipe de Paris Saint-Germain, finaliste malheureux, s'en sort avec des médailles, un ballon et des fournitures scolaires. Les vainqueurs de la première édition, Manchester United Junior, repartent en plus des gadgets le trophée. Les regards sont déjà tournés pour la deuxième édition en 2022. Et voilà qui m'a fait ce journal de la mi-journée sur True TV. Ravi de vous l'avoir présenté. À demain pour un nouveau trésor. Portez-vous bien.